Vous savez que j'adore les séries HBO qui détestent les riches. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans une grosse vidéo où je vais parler des 3 saisons de The White Lotus. Et oui, l'intégralité de la série, vu que la saison 3 s'est terminée ce week-end, j'ai envie de reparler de tout ce qui s'est passé parce que j'ai jamais parlé de la série auparavant en vidéo YouTube. J'ai tout regardé en décalé à chaque fois, du coup c'était décalé par rapport au temps de sortir des critiques. Mais là, je me suis tout rematé et la nouvelle saison. Je vais faire une partie critique des 3 saisons sans spoiler et ensuite je vais spoiler par saison. Donc je vous mettrai les timecodes dans la description quand on est épinglé. Et je suis assez content parce qu'à la base, j'avais pas le temps de faire cette vidéo. En tout cas, c'est comme ça que je le voyais. Mais vu que j'ai changé de format récemment, ça me permettra de faire des vidéos plus longues comme ça pour parler plus en détail de certaines œuvres et certaines sagas, on va dire. Donc il y aura plus de grosses vidéos analyses comme ça. Et ça me fait plaisir, en vrai. Parce que vu la durée de cette vidéo aujourd'hui, je pense, j'aurais jamais eu le temps avec le montage de l'époque. Encore une fois, je vais donner mon avis là-dessus. L'objectif, ce sera de confronter nos avis. Je pense que vous allez avoir un avis différent de ces saisons. Je vais donner mon classement à la fin des 3 saisons. Et pour ceux qui se posent la question sur où regarder cette série, ça se passe évidemment sur Max, car c'est une série HBO. The White Lotus raconte chaque saison l'histoire d'un hôtel de luxe à différents endroits du monde dans lequel des riches vont arriver. C'est là qu'on va découvrir leurs relations, leur famille, leurs névroses, leurs problèmes et en même temps la confrontation qu'il y aura entre ces fameux riches, les gens qui travaillent dans ces hôtels qui sont d'une classe sociale différente et en même temps le meurtre qui a lieu chaque saison. The White Lotus est une série d'anthologie, plus ou moins. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que même si chaque saison se concentre sur un hôtel à chaque fois, par exemple la saison 3 se passe dans un hôtel en Thaïlande, eh bien il y a quand même des personnages qui reviennent d'une saison à une autre. Mais en soi, les intrigues sont plus ou moins indépendantes. Cependant, vous devez regarder l'intégralité de la saison. Vous ne pouvez pas juste commencer la saison 3 et basta. Non, parce qu'il y a des personnages de la saison 1 qui sont dans la saison 3. Donc, même s'il y a un côté un peu anthologique, il y a des liens importants qui sont faits et des arcs de personnages qui se transfèrent d'une saison à une autre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça a ce côté faussement anthologique, mais en même temps, ça raconte une histoire à chaque fois avec des thématiques similaires. Et la saison 3 qui se passe en Thaïlande va complètement être différente d'un point de vue de l'esthétique de la saison 2 qui se passe en Sicile, par exemple, ou de la saison 1 qui se passe à Hawaï. Donc ça qui va être fascinant, c'est comment ces différents endroits vont avoir des moments similaires tout en ayant une ambiance, une esthétique et en même temps des personnages différents. Et à la base, normalement, cette série devait être une mini-série. D'ailleurs, ça a gagné les Emmy Awards de la meilleure mini-série à l'époque, mais vu l'énorme succès de la série en 2022, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, ils l'ont renouvelé pour faire une nouvelle saison. Et c'est Mike White, du coup, le showrunner, qui a gagné 3 Emmy le même soir pour meilleur scénario, meilleure mini-série et en même temps meilleure réalisation. Mike White, c'est un mec qui fait de la comédie, d'habitude. C'est un acteur, scénariste et réalisateur du monde de la comédie. Et là, c'est vrai que même si The White Lotus est très comique, c'est plutôt une série dramatique avant tout. Et c'est lui qui chaperonne la série depuis toujours. Et la série a été renouvelée pour une saison 4 et c'est toujours lui qui va s'en occuper. Et il est devenu très respecté depuis qu'il a fait du coup The White Lotus. Et oui, The White Lotus est une série HBO. Alors HBO, pas Max, parce qu'il y a le budget HBO, l'esthétique et le talent on va dire, de l'équipe HBO derrière. Et c'est une énorme série avec un énorme succès qui maintenant vient de conclure sa 3e saison et je pense va continuer pendant encore des années et des années. Parce qu'en théorie, on peut le faire entre guillemets à l'infini. Après, on va peut-être retourner en rond à certains moments, mais en théorie, il y aura peut-être beaucoup de nouvelles saisons. Et c'est ça qui intéresse beaucoup les gens, c'est que où va se passer la 4e saison? Il y a des gens qui disent que ce sera peut-être pas la plage, parce que ça a toujours été à la plage, peut-être en montagne ou des choses comme ça, mais ils sont en train de réfléchir à où aura lieu cette 4e saison. Et juste pour ça, moi je suis toujours curieux parce qu'il y a tellement de choses à raconter avec cette série qui peuvent aller très loin. On va donc suivre différents groupes de riches qui arrivent à ce fameux hôtel, toujours en bateau d'ailleurs, et découvrir leurs relations amoureuses ou familiales. Mais ce qui tient un peu en haleine au début le spectateur, c'est ce fameux meurtre. Il y a un meurtre au début de chaque saison, mais on ne sait pas qui a commis le meurtre, qui est mort, et c'est ça qui va être aussi intéressant. Mais attention, c'est pas un coup de nid, c'est pas un mystère où ils vont chercher le coupable à chaque fois. Généralement, c'est une résolution qui a lieu à la fin de la saison, et c'est pas le cœur émotionnel et le but principal de savoir qui est mort. C'est un truc un peu pour t'accrocher, on va dire, à l'intrigue, à la série. Et ce qui est fascinant, c'est comment les différentes saisons vont gérer le meurtre. Mais ce qui est vraiment important, c'est pas le suspense par rapport au meurtre, mais c'est les relations entre les personnages. C'est l'ébullition entre ces couples, ces relations professionnelles, familiales à chaque saison. C'est ça vraiment qui donne envie de regarder. C'est le côté presque tragédie grecque, romaine, parce que tu sais que ça va mal finir, mais tu sais pas qui
va mal finir et tu sais pas dans quelle direction ça va forcément aller. Donc c'est ça pour moi qui est le plus fascinant, le plus intéressant, et même si tu as beaucoup d'indices sur comment ça va finir, parce que la série joue beaucoup sur ça. Il y a cette image qui a beaucoup été partagée des 3 enfants, la saison 3, parce qu'ils représentent à chaque fois une sorte de symbole. Là, c'est les fameux singes, vous savez, celui qui ne voit pas, celui qui n'écoute pas, et c'est le genre de choses-là qu'il y a tout le temps, que j'ai peut-être pas forcément envie de spoiler ici, mais si vous savez l'image du singe, enfin des singes, vous voyez de quoi je parle. Je vais pas aller dans les détails pour le coup, mais c'est ça qui est intéressant, c'est comment ce symbolisme, ce foreshadowing va beaucoup jouer dans la série avec des phrases et des choses qui sont au final fun à décrypter. Tu peux te faire plein de théories, mais c'est une série prévisible au final. Moi je le pense honnêtement, même s'il y a quelques surprises de temps en temps, le but c'est de savoir comment ça finit depuis le début et c'est de voir comment ils vont aller dans cette direction et s'ils vont vraiment l'assumer. Donc je pense que ça nous emporte vraiment bien grâce à ça aussi, parce que ça n'a pas la prétention d'être brillant par rapport à des twists, des surprises, mais surtout d'être une étude de personnages, une étude de ces psychologies-là qui sont généralement assez problématiques. Et l'une des forces de la série, c'est évidemment l'immersion dans les différentes cultures. Elle est vraiment réussie. Alors globalement, ça dépend, parce qu'en général, ils vont prendre le temps de s'intéresser à la culture locale, de s'intéresser à ce qui se passe réellement à côté de l'hôtel en soi et comment l'hôtel s'est imprégné la culture locale. Il y a des moments où ça passe un peu moins bien, comme à Hawaï, où il n'y a pas beaucoup de séquences par rapport à ça. Mais en même temps, c'était filmé durant le Covid et je peux comprendre. Mais les autres saisons, elles ont une ambiance locale qui est vraiment réussie. Je peux parler de l'ambiance musicale, par exemple. La musique est vraiment hyper importante dans The White Lotus parce que de une, ça t'imprègne dans ce monde-là, dans ce différent pays à chaque fois. À la fois, c'est apaisant, mais stressant et ça crée beaucoup de charme à cette série. On peut parler du générique qui est devenu iconique. Pour moi, mon préféré, ça reste le générique de la saison 2, même si je défends celui de la saison 3 que les gens n'ont pas trop apprécié au début. Mais voilà, vraiment, tous les génériques sont très bien et la musique, globalement, est très bien. Surtout la saison 3 qui l'utilise beaucoup. Et il y a un vrai respect, je trouve, de la langue, de la culture. Je veux dire, il y a des acteurs qui sont du pays en question. En même temps, il y a plein de références, comme ici une référence à l'Aventura, le film italien. Donc, il dresse des parallèles que je trouve assez intéressants avec des mythes, des histoires, des contes locaux et des personnages historiques, et en même temps un fameux symbolisme qu'il y a souvent dans l'œuvre par rapport à, je vais pas trop spoiler encore une fois, mais l'Etna par exemple dans la saison 2, une scène dans une église dans la saison 2 ici aussi, ou des objets comme ça qui ont une vraie importance. Et ils vont vraiment aller dans ça, ils vont aller dans ces névroses, mais aussi dans ces rêves des gens, parce que c'est des endroits paradisiaques à chaque fois. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien géré l'idée de nous emmener dans un nouveau monde, dans un nouveau paradis, j'ai envie de vous dire, de bien nous faire connaître l'hôtel. Genre à la fin de chaque saison, on sait où se situe la salle à manger, on sait où se situent les chambres, et on est vraiment bien repéré, je trouve. Et en même temps, avec ces paysages incroyables-là, il y a une sorte de chaos qui se crée parce que t'es littéralement au paradis, mais ça va toujours finir en enfer. Donc c'est ça de montrer, je pense, de manière assez intelligente dans la série, c'est montrer le luxe versus les névroses et comment aucun personnage ne va bien mentalement. Pourtant, ils devraient, je veux dire, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont un hôtel de luxe, ils vont très bien. Et il y a plein de scènes comme ça, d'après moi, qui sont vraiment réussies. Il y a une scène en boîte de nuit que j'ai trouvé assez géniale et intense par rapport à ça dans la saison 3, parce que c'est un peu à chaque fois un climax émotionnel des névroses de ces gens-là, et ils vont toujours au bout de leur névrose. Et c'est ça qui est satisfaisant avec la série, c'est que tu vois ces gens s'autodétruire, ce qui est vraiment assez cool et bien fait, je trouve. Et en même temps, ce qui est fort, c'est que ça donne envie. Tant en spectateur, là où je trouve que la série marche bien, c'est que tu dis, ok, moi, si j'avais cet argent-là, je serais pas comme eux. Je me dis, moi, en tant que personne, ou même vous, en tant que spectateur, que je serais mieux qu'eux. Mais la vérité, c'est que la série ne le pense pas. La série pense que le problème, c'est pas les personnages en soi, mais c'est la richesse. La série ne déteste pas ses personnages. Alors oui, il y a des méchants personnages, genre objectivement, moralement, corrompus, méchants, il y a des tueurs, vu qu'il y a à chaque fois quelqu'un qui meurt. Mais la série déteste pas les personnages, la série déteste un autre truc et explique que la richesse est un véritable poison. Et ça montre à quel point, en fait, la richesse va déconnecter les gens de la réalité et corrompre un peu leur âme sans forcément qu'ils soient méchants. Donc la série critique un système plutôt que personnellement s'énerver contre ces gens-là. Et du coup, il y a plein de choses qui sont citées d'un point de vue thématique, c'est le fait de naître, par exemple, dans une famille riche, c'est presque une malédiction. Ça rend automatiquement insupportable. Et il y a plein de choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont complètement abuser des caprices des gens. Et la série va jouer sur ça, c'est-à-dire qu'il y a des riches qui vont faire des choses horribles et les employés vont juste assumer. Ils vont dire ok, j'ai pas le choix, je dois subir ces fameux caprices jusqu'à plus en pouvoir, jusqu'à craquer. C'est ça qui va être intéressant. Ça va évidemment citer plein de choses comme ça via le regard de différents personnages, comme la masculinité
toxique et en même temps l'héritage de cette masculinité et du patriarcat. Ça va beaucoup parler de sexualité. Je pense que c'est intéressant de voir ça parce que Mike White est homosexuel et dans chacune des saisons, il y aura un personnage qui est dans le placard, quoi. Il est dans ce fameux closet et il essaie de s'en sortir et c'est ça qui va être assez intéressant en parlant aussi de l'attirance sexuelle et la découverte un peu de leur sexualité qui sera l'un des cœurs de l'œuvre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est voir ces familles, ces couples dysfonctionnels et ils peuvent être dysfonctionnels pour plein de raisons différentes. Je vais surtout en parler en spoiler, mais c'est ça qui est fort, c'est voir aussi la différence de classe. Quand une femme va marier un homme riche alors qu'il n'est pas du tout issu de ce milieu-là, on va voir qu'il y a des vrais problèmes. Ça va aussi traiter des thématiques, vous savez, un peu d'anti-wokisme, où un personnage va par exemple se plaindre que maintenant elle doit embaucher des personnes de couleur, alors que sa boîte, il n'y a que des blancs. Bon, des choses comme ça qui sont un peu superficielles, mais qui sont un peu traitées, j'en parlerai encore une fois en spoiler. Et il y aura aussi un côté, je sais, très spirituel sur la foi, mais aussi sur les croyances de manière générale, qui ne sont pas forcément religieuses. On peut parler de l'astrologie par exemple, mais pas que, il y a un truc un peu d'âme sœur à certains moments. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ces personnages-là vont refléter assez bien par rapport aux autres. Ils vont voir les autres personnages comme un miroir à certains moments et je trouve que ça c'est vraiment réussi et ça crée des situations qui sont à la fois drôles mais aussi fondamentalement tragiques. Donc il y a beaucoup d'humour noir dans l'œuvre et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est ces fameux moments farfelus contrastés à des moments vraiment horribles. Et en fonction des saisons, évidemment, il y aura des thématiques un peu différentes. En Sicile, ça va parler évidemment de l'héritage culturel sicilien qui sera beaucoup mis en avant. À Hawaï, ça va parler de la colonisation qui sera assez intéressante même si pas beaucoup développée fatalement, et en Thaïlande, ça sera plutôt le côté spirituel. Et en plus de ça, ce qui est fort, c'est qu'il y a une vraie bonne mise en scène, un bon montage, une bonne musique, des personnages vraiment bien écrits, mais les acteurs sont tous excellents. On peut parler évidemment de ceux de la saison 1, mais tous sont très bons. Alors je parle de celui-ci de manière assez spécifique parce que je l'adore, mais ils sont tous exceptionnels, et honnêtement, il y en a qui sortent du tas, même si d'un point de vue, on va dire, d'égalité, de qualité d'acting, ils sont tous très bons. Je veux dire, rappelez-vous de ce moment qui était assez fort, c'est quand vous aviez, je sais plus, en 2023, pardon, vous aviez la catégorie meilleur acteur secondaire, et c'était littéralement Succession et The White Lotus. Il n'y avait que ça en nommé, ce que je trouve assez drôle, mais ça montre à quel point, encore une fois, HBO choisissent bien leurs acteurs, choisissent bien vraiment comment ils vont jouer, les personnages qu'ils vont interpréter, et ça, c'est toujours un plaisir de le voir, et c'est une vraie réussite, encore une fois. Vous l'avez compris, hein, j'adore The White Lotus, j'ai adoré les nombreuses scènes mémorables de l'œuvre, j'ai pas trouvé que toutes les intrigues étaient réussies, je vais les évoquer évidemment en spoiler, mais j'ai globalement trouvé la série excellente. Imparfaite malheureusement, il y a un grand travail de mise en scène, de visuel, de budget, comme je l'ai dit, c'est HBO, de toute façon on est habitué, mais en termes de série c'est vraiment bien fait. Les thématiques sont à la fois bien présentes, universelles aussi, même si ça concerne généralement des ultra riches. Peut-être un peu trop prévisible, diraient certains, mais je pense pas que le but de la série, c'est d'être surprenante de A à Z. Il y a un côté prévisible, mais ça le joue dans le délire un peu, tragédie, théâtrale, grecque, et ça qui va être intéressant. Après, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils vont encore à ces hôtels, ces gens-là, vu le nombre de morts qu'il y a à chaque fois. Mais si vous n'avez pas vu The White Lotus, honnêtement, je vous conseille. C'est vraiment une excellente série, vous allez adorer. Il y a peut-être des moments un peu moins bien de temps en temps, mais globalement, c'est une véritable réussite. Et maintenant, on va en parler en spoiler, mais vous devez aller la regarder, évidemment. Je vous laisse encore quelques secondes avant de spoiler parce qu'on va commencer à parler de Hawaï. Et je trouve que c'est toujours intéressant la manière dont ils arrivent en bateau parce que ça les déconnecte complètement au fait de la réalité. Vu qu'ils vont sur une île en général un peu paradisiaque, presque déserte mis à part l'hôtel, il y a une vraie déconnexion qui se crée. Et en plus de ça, il y a une vibe vraiment un peu colonisation dans chaque saison. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'à Hawaï, ils ont quand même un peu réussi le délire connexion avec la nature, avec l'océan, un peu le paradis sur Terre, loin de tout, qui est vraiment bien. Mais je trouve qu'ils jouent pas assez dessus malheureusement. Alors oui, voilà, encore une fois, le problème c'est que c'était le Covid et tout, mais ils auraient dû peut-être plus montrer la culture locale, ils auraient peut-être dû avoir des personnages principaux, ou même secondaires, pardon, parce qu'il n'y a pas vraiment de personnage principal, dans la saison qui sont des locaux, on va dire des natifs hawaïens ou de Polynésie de manière générale. La seule saison qui a vraiment des natifs qui ont un rôle important, c'est la saison 2. Et là, malheureusement, ils l'ont pas fait, et je trouve ça un peu dommage. Mais globalement, je trouve que c'était intéressant, mais j'aurais aimé qu'ils aillent un peu plus loin dans l'exploration de ce traumatisme de ce pays, enfin un pays, qui était à l'époque un pays, qui était donc des tribus qui se sont unies à l'époque, qui ont été donc colonisées par les Américains. Ça aurait été intéressant d'aller dans ça, mais la série l'a pas vraiment fait, je trouvais ça un peu dommage. Enfin, j'aurais préféré qu'elle le fasse un peu plus,
mais il l'a pas fait. Ce que je trouve assez intéressant chez les personnages, c'est qu'ils représentent tous une thématique précise de l'œuvre. Nicole, je vais commencer avec cette famille-là de manière générale. Nicole, c'est un peu la femme obsédée par le travail. C'est la corporate boss girl qui méprise les autres, surtout les autres femmes. Ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'elle a réussi. Elle fait partie de ces femmes qui ont réussi. Et en même temps, elle veut pas vraiment aider les autres femmes. Même elle les rabaisse parce qu'elles respectent pas leur travail, qui elles sont, et en même temps, elle se sent victime de son statut parce que maintenant, apparemment, c'est une boss, elle doit faire plein de choses différentes, et elle doit se plier un peu aux nouvelles règles, vous savez, ces règles d'inclusivité, par exemple, mais elle se sent à la fois victime, et en même temps, elle va victimiser les autres, elle prend pas de temps en vacances, elle fait que bosser constamment, elle prend pas de temps avec sa famille, la relation avec son mari est quasiment au point mort. Alors à la fin ça va mieux évidemment parce que il montre un peu sa masculinité, on en parle dans quelques secondes, mais c'est justement ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que normalement ça c'est le personnage masculin dans une œuvre. Mais là, on a pris un point de vue féminin, elle a été rongée par le capitalisme, elle a été rongée par le patriarcat parce que elle a dû devenir cette fameuse girl boss pour s'en sortir. Et en même temps, c'est typiquement le personnage cliché homme, père de famille qu'on a là. Et du coup, ils ont pris une approche un peu différente à ce personnage-là. Et ça que j'ai trouvé vraiment réussi, c'est juste dire, ok, c'est le cliché du père de famille, mais c'est la femme. Et ça montre à quel point le fameux capitalisme, l'envie d'avoir de la richesse, le monde du travail est aliénant et en même temps te fait perdre qui tu es, ta famille, ton mariage, entre guillemets, que tu sois un homme ou une femme. Je veux dire, ça allait pas bien hein, ici. À la fin, ça va un peu mieux, mais pendant un long moment, ça n'allait pas bien. Et c'est ça qui est intéressant parce que la relation entre eux deux, au début, est pas très intéressante. On est juste un vieux couple qui a perdu la flamme de l'amour, l'étincelle, il parle beaucoup de ça. Mais ce qui change, c'est qu'il y a un moment où Marc découvre que son père, ou je sais plus, ses grands-pères peut-être, était homosexuel. Non, c'était son père, c'est ça. Et ça lui fait mal à son ego. Et tu sais pas pourquoi. Alors premièrement parce que voilà, il a appris un truc sur sa famille qui était caché et tout, mais en même temps, il commence à se poser des questions. Il dit attendez, moi, mon père, je le connaissais comme ça. Qui est-il réellement? Est-ce qu'il cache la vérité? Et du coup, vu que lui cache le fait qu'il est plus heureux dans son mariage, il y a un parallèle qui se crée entre son père qui cachait son homosexualité et lui qui cache sa tristesse, son désespoir un petit peu. Et en fait, il se sent émasculé dans son couple un petit peu. Il couche plus avec sa femme. Et le seul moment où il arrive à raviver sa flamme, c'est après qu'il ait attaqué le cambrioleur. Et c'est pour ça qu'en fait, il a eu besoin de retrouver sa masculinité, de se sentir fort en tant qu'homme, pour de nouveau être heureux dans son mariage, pour regagner le cœur de sa femme. Et c'est pas un comportement qui est jugé comme bon dans la série. C'est-à-dire que la série te dit ouais, t'as pas besoin de taper un cambrioleur pour raviver la flamme de ton mariage. Il y a d'autres solutions. Je veux dire, la masculinité n'est pas toujours la solution et c'est pas bien forcément de toujours passer par là. Donc j'ai trouvé ça intéressant qu'ils soient à la recherche de ça, qu'ils ne s'en rendent pas compte, en même temps que ça soit offert comme ça par son instinct, entre guillemets. Et bon, même si la fin entre eux deux en termes de couple est pas la plus moralement, on va dire, positive, au moins ils se sont retrouvés. En tout cas, lui s'est retrouvé et le couple s'est retrouvé. Donc on trouve quand même un peu une once de positivité. Et c'est là que c'est un peu, on va dire, un truc assez intéressant, c'est que Quinn, lui, découvre du coup l'homosexualité de son grand-père. Lui est clairement homosexuel, refoulé. On voit comment il regarde les hommes et des choses comme ça. Il est attiré par les Hawaïens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il attire à la fois par les Hawaïens de manière physique. Genre, il est homosexuel, il veut les toucher limite. Mais en même temps, il est attiré par un truc qui est un peu cette liberté. Tu vois, ces gens-là, ils se sentent libres et lui aussi, il a envie d'être libre pour une fois. Donc, il a envie d'aller dans l'océan, vivre, on va dire, en paix avec la nature et être beaucoup plus heureux de ce point de vue-là. Donc, il y a un truc où il est dans le placard. En même temps, il a envie de cette liberté. Vous allez voir, il y a beaucoup des enfants de ces familles-là qui ne sont pas libres à cause des chaînes, on va dire, de la richesse de leurs parents. Et il était addict à plein de choses, aux écrans, il était addict à la masturbation aussi, on en parle un petit peu, au porno. Il était déconnecté parce qu'il n'avait pas d'amour parental, de une. Ses parents n'étaient pas vraiment là pour lui à cause du travail, de ces choses-là, le père qui a perdu foi en son couple, en sa famille. Et en même temps, lui, il recherche aussi sa masculinité, mais d'un différent point de vue. Et je trouve ça intéressant parce qu'ils ont pris un point de vue différent, parce que là où l'homme chercher sa masculinité dans sa famille, dans qui il était, lui, c'était plutôt vers l'extérieur. Tu sais, il a regardé les autres, il a regardé le monde, et je trouve que c'est l'un des seuls qui a vraiment une bonne fin dans la série de manière générale, où tu sens qu'il est
libre réellement et qu'il a eu ce qu'il méritait. En théorie, ça va pas durer parce qu'ils vont sûrement aller le chercher, des choses comme ça, mais j'ai trouvé ça assez bon, la manière dont, voilà, ça s'est montré, ça s'est fait, et je trouve que c'est un des personnages les plus attachants. Au début, il est insupportable et tout, mais tu comprends que c'est à cause de lui, d'elle, qu'il est insupportable, alors qu'au final, tout ce qu'il voulait, lui, c'est être heureux et libre, et s'assumer en tant que personne, et on l'a vu, hein, il y a un héritage, encore une fois, de masculinité qui passe mal dans cette série-là de manière générale, on va en parler durant les 3 saisons d'ailleurs, mais c'est ça que j'ai trouvé fort, et je trouve que Olivia était un personnage intéressant par rapport à Paula aussi. Elle est clairement amoureuse de son amie. Voilà, encore une fois, elle assume peut-être pas, mais elle est amoureuse de son amie et cet amour-là se définit par sa jalousie envers elle. Elle veut tout ce qu'elle a. Il y a une vraie, on va dire, existence de sa jalousie à cause de ses sentiments pour elle. Mais en même temps, ce qui est fort, c'est que elle, qui est riche, est plus pauvre émotionnellement que Paula, qui, elle, est pauvre. Donc, tu sais, elle est un peu drôle, elle fait des blagues, elle est woke, entre guillemets, des choses-là, qui est assez drôle. Et en même temps, elle peut pas s'empêcher de pécher, on va dire. Parce qu'elle veut être avec elle, et du coup, elle va faire que des bêtises pour être avec elle. En même temps, elle va la protéger à la fin, ce que je trouve assez cool. Et c'est le parallèle qui est bien entre, justement, ce personnage de Sydney Sweeney, Olivia, qui a tout ce qu'elle veut, mais elle est vide émotionnellement, parce que, voilà, la richesse ne va pas te remplir émotionnellement. Et Paula, qui, elle, veut venger un peu Hawaï, il y a une différence de classe, elle ne se sent pas du tout à sa place, et il y a un vrai conflit de classe justement, parce qu'il y a un amour qui est là, qu'il soit amical ou amoureux, peu importe, mais il est presque impossible, parce qu'elle ne sera jamais comme eux, et elle sent ce problème de classe en elle, et c'est ça qui est fort, c'est que forcément elle sera beaucoup plus attirée par quelqu'un qui a les mêmes problèmes. C'est un employé qui va pas forcément un bon salaire, et justement elle est jalouse, Olivia, de la facilité de cette femme à tomber amoureuse ou à être avec quelqu'un, chose qu'elle ne peut pas vraiment se permettre. Donc je trouvais que c'était une famille assez intéressante de manière générale, névrosée par à la fois le patriarcat, le capitalisme, et à quel point ils sont vides émotionnellement, malheureusement. Mais encore une fois, voilà, c'est ce conte de cette famille-là qui est rongé par ça que je trouvais bien. Et on le voit bien dans le couple aussi, ces différences de classe, de manière assez intéressante, c'est que, en fait, Rachel, là, pour le coup, veut être une sorte, voilà, de girl boss. Elle aussi, elle veut prouver au monde qu'elle va y arriver, qu'elle peut y arriver, même si c'est une femme qui est endettée, qui a des problèmes. Elle veut prouver au monde qu'elle peut être compétitive, qu'elle peut faire face, même pendant ses vacances, elle va bosser et va s'inspirer de ces fameuses femmes chefs d'entreprise. Mais au final, ce qui devient tragique par rapport à elle, c'est que vu qu'elle est dans ce mariage-là, l'opposé se passe. C'est-à-dire qu'elle va devenir la jolie femme qui se fait tout payer par son mari qui a pas vraiment, enfin qui a un travail mais qui gagne beaucoup d'argent par rapport à sa famille parce qu'il vient d'une famille aisée, et elle est à l'opposé de ça. Et elle voit surtout elle qu'il y a une vraie déconnexion entre elle, qui est une, entre guillemets, une femme normale, qui vient d'un milieu normal, et en même temps son mari qui est complètement déconnecté. Du coup, elle veut faire ses preuves, mais en même temps, comme tout le monde, la richesse attire, la richesse corrompt, et elle a envie d'être avec cet homme-là, mais elle l'aime pas. Ce qu'elle aimait, c'était justement peut-être ce moment d'accéder à la richesse, d'accéder au bonheur aussi matériel. Mais on se rend compte qu'en fait, c'est pas possible, parce que moralement, je pense qu'elle reste juste. Elle veut pas se faire corrompre par l'argent, et il n'y en a pas beaucoup dans la série qui se font pas corrompre par l'argent. Et ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle pensait être amoureuse, mais elle voit la vraie personne qui est ce mec, tu vois. C'est ça l'ébullition de ce couple-là, parce que le mec est insupportable. C'est un véritable connard qui est prétentieux, qui pense que tout lui est donné parce qu'il vient d'une famille riche, et il veut tout avoir, et il se considère pas comme un connard. Du coup, parce qu'il a tout eu gratuitement, entre guillemets, depuis sa naissance. Du coup, pour lui, tout ce qu'il fait, c'est normal, c'est banal. Et forcément, ça passe pas, parce que elle veut pas devenir, on va dire, le jouet de cet homme-là qui est juste attiré presque par le sexe et parce qu'elle est juste belle. Non, elle veut un vrai homme qui est peut-être en lien socialement avec elle, et ça marche pas. Et t'es content qu'elle se casse à la fin, pour le coup, parce que tu sens que ça marchait pas depuis le début, surtout qu'ils se sont mariés au bout de 8 mois, quelque chose comme ça. Donc ça représente un peu, encore une fois, cette différence de classe, et je trouve un peu, ces moments où on pense qu'on est peut-être amoureux, mais ce qui nous intéresse, c'est peut-être les choses les plus matérielles, et à quel point elle a failli être corrompue par ça, mais limite, elle préfère aller faire ces articles qui sont pas très intéressants. On comprend que c'est pas non plus la femme qui a le travail le plus intéressant ou la femme la plus talentueuse, mais justement, elle pensait qu'elle était vue par son mari comme quelqu'un qui était plus qu'un corps et une jolie femme, et c'est bien, je trouve, en tant que spectateur, que ça casse, et c'était logique. Mais cette ébullition-là du couple est bien durant tout le long de la saison, et c'était l'une des intrigues aussi les plus réussies. Mais là où, d'après moi, la série brille, dans la saison 1 en tout cas, c'est les fameux employés. Tous les employés sont évidemment
exploité, en abus psychologique par les autres, même abus sexuel des autres. Et Armand représente vraiment ça. Il représente un peu cette crise légitime parce qu'il en a marre de se faire marcher dessus par le patronat, qu'on voit jamais, toujours au téléphone et tout. Il se fait marcher dessus par son patron, il se fait marcher dessus par les riches, et il essaie d'avoir une vie normale. Il essaie d'être un bon manager, mais il se fait tellement matraquer la gueule, on va dire, par ces gens-là qui ont aucun respect, qui craquent. Et il essaie de se venger le plus possible. Donc, j'adore Murray Bartlett qui joue donc Armand. Je trouve que c'est un très bon acteur. Il a géré, c'est mon manager préféré de la série. Mais il représente vraiment cette classe sociale qui en a marre de se faire marcher dessus par les riches. Et c'est génial de le suivre tout le long. Jusqu'à la fin, tu as l'impression que ce décès un peu sa liberté. Et je trouve que sa mort est brillante et surprenante en même temps parce que tu t'attends pas forcément à ce que celui qui meurt. Et c'est un peu intéressant, je pense, d'un point de vue thématique, que la personne qui se fait le plus marcher dessus soit punie. Parce que vous allez le voir, les riches dans cette série-là, si vous l'avez vu en tout cas, se passent toujours bien. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun problème légal, enfin très très rarement quoi. Généralement, ils s'en sortent. Alors que lui, qui était juste un mec oppressé par le système, qui n'était pas un saint non plus, je veux dire, il avait des problèmes, mais lui méritait peut-être pas moralement de mourir. Mais c'est quand même lui qui meurt, et les riches qui s'en sortent à chaque fois. Donc, normalement, dans les œuvres, les méchants sont punis, mais dans The White Lotus, c'est les pauvres qui sont punis à chaque fois. Enfin, quasiment à chaque fois, et quasiment jamais les riches. Donc c'était un vrai coup de cœur de cette saison et de cette série, et je l'ai vraiment adoré. Et ce qui est cool, c'est que Tanya, ça fait partie de ce personnage-là qui est présent du coup dans 2 saisons, et son arc narratif se finit dans la saison 2. Mais là, au début, tu vois que c'est une figure un peu riche, triste, seul, en deuil par rapport à sa mère, évidemment, et elle essaie de trouver de l'amour. Mais du coup, vu qu'elle est un peu naïve et un peu bête, entre guillemets, les gens profitent un peu d'elle. Et le truc, c'est qu'il y a un moment, tu dis, ok, elle va peut-être faire un truc qui est bon, c'est-à-dire qu'elle va peut-être aider une femme à lancer son business. Mais c'est là qu'on comprend un truc, c'est que même si elle est, 500 millions, ils disent dans la saison 3, même s'il est hyper riche, elle peut même pas offrir ce petit rêve qui symbolise rien en termes d'argent pour elle. Elle n'offrira jamais ce rêve à Belinda, et en même temps, parce qu'elle ne peut pas se séparer de ses ressources. On l'a vu dans la saison, les riches ne se séparent jamais de leurs ressources. Qu'ils aient 500 millions ou moins, ils ne se séparent jamais de leurs ressources. Et du coup, c'est la thématique par rapport à elle, c'est que oui, elle n'est pas fondamentalement méchante en soi, mais la manière dont elle a grandi, qui elle est, l'a rendue, on va dire, moralement problématique. C'est-à-dire qu'elle vend du rêve qu'elle ne va jamais donner, parce qu'encore une fois, l'argent corrompt, la richesse corrompt, et attire pour toujours. C'est l'anneau du Seigneur des Anneaux, si vous préférez. Donc c'est intéressant qu'elle ait justement cette approche-là, et c'est cool que son intrigue à elle soit conclue dans la saison 2 et dans la saison 3. On va en reparler du coup juste après. Je considère vraiment la saison 1 comme hyper solide, pour le coup un peu simple dans les thématiques, je veux dire c'est un peu les clichés, les choses qu'on a déjà vues et ça va pas très loin en profondeur, mais c'est ça qui est aussi intéressant. Pour une saison 1, ça pose les bases, ok on dit voici les riches, voici l'autre classe sociale et on va dresser des parallèles constamment entre les deux. Donc pour ça, j'ai beaucoup aimé, même si ça aurait pu aller un peu plus loin. Et je dis ça parce qu'en fait la saison 2 va beaucoup plus loin. J'ai beaucoup aimé l'utilisation du côté tragique et de l'histoire du pays, vraiment comme cette tragédie romaine qui parle d'amour avec des personnages machiavéliques et qui en même temps capture un peu cette tendresse mélancolique d'été. Parce qu'il y aura des paysages magnifiques, des endroits magnifiques de manière générale et ça va mettre en avant une sorte de dolce vita un peu sordide, un peu macabre. Et ça qui est fort, c'est que oui, on va voir plein de moments en extérieur, c'est d'ailleurs la saison qui va le plus loin. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment en Sicile, qu'ils vont en dehors de l'hôtel régulièrement, et c'est ça qui est fort et qu'on va jamais retrouver dans les autres saisons, d'après moi malheureusement. La saison 3 un peu plus, bien sûr, mais là, on vit en Sicile, quoi. On y est vraiment, il y a plein d'endroits différents, ils ont filmé dans plein d'endroits cool, et tu sens vraiment ce côté un peu exploration, visite du monde, et ça donne envie d'y être aussi grâce à ça. Donc oui, c'est ça qui est fort aussi, c'est qu'il y a des références au cinéma italien, mais surtout qu'il y a cette exploration de cette zone qui est magnifique, la Sicile, mais qui crée du coup une sorte d'enfer dans ce paradis. Je sais qu'il y a plein de gens déjà qui sont énervés par le fait que je parle de masculinité, de choses toxiques, mais encore une fois, si vous êtes bien, ça vous concerne pas. Mais il faut en parler parce que ça parle de ça, au fait, saison 3, avec cette famille, du coup, avec Abraham Murray, qui est un super acteur que j'adore, mais il y a vraiment cette transmission patriarcale du traitement de la femme et la masculinité. C'est-à-dire que lui, c'est un vieux, on va dire, il y a du coup 2 autres personnes dans cette famille et il y a un transfert générationnel sur 3 générations différentes. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que
ces trois-là, ils ont un comportement assez mauvais avec les femmes. Et c'est là que la force de la série par rapport à ces gens-là va, encore une fois, se révéler. C'est que ils ont tous un comportement différent, mais au final, négatif, alors que peut-être ils le pensent pas. Lui, c'est un peu, voilà, la vieille école. Tu vois, c'est le mec, ouais, on peut plus rien dire, moi j'aime bien les femmes. C'est un peu le petit grand-père pervers, ça qui est assez drôle, pour le coup. Et en même temps, son intrigue, elle est intéressante parce que ça va par rapport à son âge, sa culture. C'est un immigré italien. Donc, ils vont en Sicile pour se retrouver, pour voir qui ils sont réellement, leurs origines. C'est un truc que beaucoup d'Américains font et qui, fatalement, bah, quand ils ont cette scène-là, ils sont en mode, bah ouais, ils te connaissent pas. Enfin, t'es parti aux États-Unis il y a 100 ans, on te connaît pas. Ça n'a aucun rapport avec nous, aucun lien. Et c'est assez drôle parce que du coup, c'est une thématique aussi des Sopranos, et il y a Michael Imperioli qui joue donc Christopher dans les Sopranos, et il se passe la même chose dans les Sopranos. C'est exactement le même arc narratif, c'est qu'ils vont retrouver leurs origines, et en fait ils se rendent compte qu'ils sont pas du tout italiens, ils sont américains. Donc avoir ce pépé, on va dire un peu pervers, comme ça, en même temps qui fait rien de mal, juste voilà, draguer lourdement des gens et tout, et en même temps, du coup, bah, l'homme au milieu de ces trois générations-là, qui lui trompe constamment sa femme et qui veut racheter la relation avec sa femme. Il a envie d'avoir une, on va dire, une sorte de situation simple avec sa famille et sa femme, mais il fait que la tromper, il paye pour du sexe, et à la fin, les trois, rappelez-vous, il y a un plan à la fin où les trois hommes vont regarder la même jolie femme jeune, parce que c'est ça qui les intéresse. Du coup, ça qui est intéressant, c'est qu'il est complètement déconnecté de sa famille, de son fils, de sa femme, à cause de son addiction et son traitement des femmes. Et le plus intéressant, et pour moi le plus drôle, c'est qu'il y a ce jeune-là qui est, voilà, encore une fois, le jeune woke, ouais, faut pas parler aux femmes et tout comme ça, il est pareil. Il est pareil, c'est lui juste qui pense qu'il l'est pas. Parce qu'il fait la même chose, il fait que payer pour du sexe, il est complètement hypocrite et c'est satisfaisant qu'il se fasse avoir. Encore une fois, je pense qu'il y a une différence entre les intentions. Je pense qu'aucun de ces personnages-là n'a de mauvaises intentions. Rares sont les personnages qui ont de mauvaises intentions et ils font rien de fondamentalement mauvais en soi, j'ai envie de vous dire. Mais la manière dont ils traitent les femmes et comment ils traitent leur masculinité est intéressante, surtout bah, avec l'hypocrisie du fils, qui se sent lui tout sain. Au moins, lui, il sait qu'il fait pas de bonnes choses. Lui, il se sent un peu coupable. Il sait que ce qu'il fait, c'est pas bien. Mais lui, il s'en rend même pas compte. C'est ça, en fait, qui est drôle et intéressant et assez intelligent de la part de la série et qui est assez réussi. Donc, quand ils se font avoir à la fin, bah, tous, au fait, parce que bah, lui, il perd l'argent à cause de lui, bah, il y a un truc satisfaisant où tu dis, ok, c'est peut-être un peu ce qu'ils méritaient. Bah, personne n'est mort, ils ont perdu un peu d'argent, c'est des riches, on s'en fout un petit peu, mais c'est ça qui est intéressant, c'est l'hypocrisie et le transfert générationnel de cette addiction à tromper, à mal se comporter avec les femmes, à lourdement les draguer. Et ça montre encore une fois leur déconnexion d'un point de vue de la richesse, mais aussi bah, du patriarcat, de leur masculinité. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et cette idée de la masculinité est aussi bien remise en valeur, j'ai envie de vous dire, avec Portia, parce que Portia, elle tombe un peu amoureuse de ce bad boy. La différence entre ce bad boy-là et le mec précédemment, c'est que bah, le bad boy, c'est un peu la même classe sociale que Portia. C'est-à-dire que Portia est une assistante à une riche, et lui est la prostituée d'une riche. Donc lui, qui a l'air d'être un bad boy, le délire un peu voilà masculiniste et tout, en fait, c'est une prostituée homme, pour le coup, donc il couche avec d'autres hommes, il le cache un petit peu en même temps, et elle est fatalement attirée à ça, alors que juste avant, t'avais un mec un peu mignon, certes un peu naïf et tout, mais, tu vois, elle est attirée par ça, elle est attirée un peu par le chaos, elle est attirée par quelqu'un de la même classe sociale qu'elle, et je trouve ça assez intéressant, parce que peut-être elle pense qu'elle aurait pu accéder à une classe sociale différente, mais elle y pense qu'à la fin. À la fin, quand elle prend le numéro du gentil jeune homme woke, entre guillemets, avant, bah peut-être il y a un truc qui est plus que là, la classe, peut-être il y a un truc un peu émotionnel derrière, parce qu'il a été trahi, clairement, même si quand même à la fin le mec la sauve, hein, soyons honnêtes, mais j'aime bien l'idée de se dire, ok, elle est quand même attirée par le mec qui est objectivement méchant, bad boy, qui est voilà compréhensible, mais qui est lui aussi écrasé par le système, parce que lui, ce qu'il veut, c'est pas être avec son oncle, c'est juste être payé. Probablement il aurait participé au meurtre de quelqu'un, donc je trouve que c'est un personnage intéressant à mettre en parallèle, et l'aventure qu'elle a, qui est presque horrifique pour elle, bah ça lui donne une bonne leçon dans la vie. Et je trouve que c'était cool de voir ça et de parler de ce genre de choses qui arrivent assez régulièrement. Et il y a un truc de reproduction sociale qui se faisait, quoi. Parce que voilà, même classe sociale, alors qu'elle aurait pu être avec un mec riche, être bien toute sa vie. Mais non, elle est quand même attirée par ça. Je trouve ça vraiment assez pertinent aussi. Et je trouve ça vraiment bien que quand même, à la fin, il se serre les coudes, mine de rien, contre ces fameux riches. Et tu ressens qu'il y avait un vrai truc, une vraie émotion, quelque chose entre les deux, une vraie alchimie, chose qu'il n'y avait pas avec l'autre fils, on va dire.
C'est là que pour moi, Tania est devenue bien plus intéressante parce que cette fois-ci, elle est mariée, mais elle est toujours pas heureuse. Et elle pense vivre la Dolce Vita italienne, mais encore une fois, elle est complètement déconnectée et elle se rend même pas compte qu'elle connaît pas son mari. C'est ça qui va être fort. Et en même temps, l'idée qu'elle est tellement naïve et entre guillemets bête sans être fondamentalement méchante, bah les gens vont profiter de ça. Et c'est cool de voir justement des gens qui sont aussi aisés et tout, qui profitent de sa richesse et qui veulent voler sa richesse. C'est ça qui va être fort et intéressant. Et on comprend maintenant que du coup, Greg, son mari, allait de femme en femme en volant leur richesse et sans réellement travailler. C'est un parasite qui s'occupe justement de ces femmes seules, naïves et riches qui peuvent justement lui donner beaucoup d'argent via leur mort, par exemple. Mais je trouve que ce qui est fort, c'est que sa naïveté est clairement punie. Clairement, il n'y a rien à dire. Elle est punie par le fait qu'elle est pas très fut-fut, disons les choses. Mais en même temps, je pense que la série a beaucoup d'amour pour elle. C'est-à-dire que la série doit la punir de manière un peu cosmique par rapport au fait qu'elle a tué plein de gens qui peut-être étaient innocents. Enfin voilà, pour elle, elle sait pas trop à ce moment-là. Et en même temps, bah, la série a un peu d'appréciation pour elle parce que c'est presque pas sa faute. C'est juste qu'elle a grandi dans un monde où elle a jamais eu besoin, on va dire, de réfléchir. Et ça qui est intéressant, c'est que faut qu'elle soit forte pour survivre dans ce monde-là. Et cette naïveté-là lui a fait du mal. On l'a vu hein, avec le miroir de Quentin qui représente un peu le même personnage, mais version un peu plus masculine, qui est intéressant. Mais le chaos qu'elle crée à la fin est vraiment satisfaisant. Elle est punie évidemment par ce qu'elle fait. Et en même temps, bah, je trouve que Jennifer Coolidge a vendu du rêve. C'est l'une des meilleures actrices de la série. Elle était géniale, elle est drôle. Elle était assez touchante à certains moments, à la fois détestable, mais en même temps, elle crée beaucoup de pitié, je trouve, pour nous, les spectateurs, et qu'on avait pour elle. Donc c'était ouais, un bon personnage qui traitait d'un sujet un peu différent et qui était assez tragique aussi. C'est là qu'on arrive à l'une des meilleures intrigues, je pense, de la série de manière générale, c'est ce fameux presque rectangle amoureux. Du coup, on a Ethan et Harper qui sont ces nouveaux riches, qui ont plus vraiment cette niaque de l'amour, mais maintenant qu'ils sont riches et qu'ils n'ont plus besoin de travailler, ils ont un peu perdu leur envie d'être ensemble, ils ont un peu perdu leur envie de coucher aussi ensemble, mais ils ont perdu le désir qu'ils avaient l'un pour l'autre. Elle n'est pas satisfaite, lui préfère se branler que coucher avec sa copine, ce qui est, voilà, Audrey Plaza quand même, soyons honnêtes, et en même temps, il est complexé par son statut, il est complexé par son ami qui est plus masculin, qui est plus beau, qui est plus drôle, qui est plus parfait, qui est plus jaloux, alors qu'en vrai, il a une femme qu'il aime, il est millionnaire, il a aucune raison d'être complexé. Mais il est quand même complexé par sa masculinité. Pourtant, il a peur de l'adultère et des choses comme ça. Il a zéro confiance en lui. Alors qu'en vrai, c'est un good guy, tu vois, il fait rien de mal. Mais il est rongé par sa jalousie aussi. Il est rongé par son manque de confiance en soi. Et justement, ses vices le rattrapent. Et justement, depuis qu'il est devenu riche, parce que c'est ces trucs du passé qui remontent, on voit clairement qu'il avait un problème déjà avec son ami depuis longtemps. Et en même temps, bah, Harper, elle cherche juste un peu la justice sociale de une, mais surtout morale. Tu vois, elle a envie d'être une bonne femme tout long. Tu vois qu'elle flirte un peu avec l'adultère, mais elle n'a pas envie de le faire. Et en même temps, ce qui est fort, c'est qu'elle veut juste un truc simple. Elle veut juste que son homme l'aime. Elle veut juste que son homme ait envie d'elle physiquement, sexuellement. Et au fait, bah c'est ça qui est fort aussi, je pense, par rapport à ce personnage-là, c'est qu'il en faut peu. En réalité, elle s'en fout de son argent. Elle s'en fout de qui il est. Elle veut juste être aimée. Aussi simple que ça. Elle veut juste être désirée. Tu vois, dans un couple, c'est un peu le truc minimum. Et le fait que lui n'arrive pas à lui donner ça, à cause de ses complexes, je trouve ça assez fort. Et justement, Cameron, c'est un peu le cliché Theo James, génial dans le rôle d'ailleurs. Il est détestable, il est riche, il trompe. C'est un mec horrible. Fondamentalement, dans l'histoire d'un couple, hein, c'est pas un mec, tu lui fais confiance, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est que il s'en sort via tout son charisme, via son attitude, et c'est le cliché parfait du beau gosse, insupportable, mais charismatique. Et c'est ça qui est fort, et tu comprends ce qu'il veut, et il veut justement s'amuser. Il veut profiter de sa richesse, et tu vois que moralement, il est mauvais, je veux dire, par rapport à son travail, par rapport à ce qu'il fait. Je crois qu'il parle de syndicats, à un moment, il veut détruire des syndicats, des choses comme ça. C'est, voilà, le mec un peu méchant, entre guillemets, d'un point de vue professionnel. Et en même temps, moi, ce qui je trouve fascinant, c'est pas lui et ce qu'il représente, mais c'est surtout sa femme. Daphné, qui, elle, ce qui est fort, c'est que elle s'en fout un peu de Cameron dans le sens où elle sait. Elle sait que Cameron le trompe, elle sait que Cameron fait n'importe quoi, mais elle préfère sacrifier, on va dire, son amour pour lui. En vrai, je pense qu'il s'aime aussi, même si elle aimerait bien avoir un homme plus à elle, on va dire, entre guillemets. Mais la situation fait que ils sont riches, ils ont un gosse. Voilà, il faut un peu sacrifier le couple parfait pour
avoir la vie peut-être imparfaite, mais aisée. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnages qui font des sacrifices pour garder leur statut social, et je trouvais ça vraiment fort de manière générale. Et la manière dont au début, c'est une sorte de triangle amoureux qui se transforme un petit peu en rectangle amoureux à partir d'un moment, j'ai trouvé ça assez brillant de la part de la série, et il y a beaucoup de stress et d'intensité qui ressort clairement de cette relation avec ces quatre-là, et j'ai trouvé vraiment réussi. Surtout Daphné, parce que Daphné, au début, je pensais que ça allait être un personnage un peu balèque, comme ça, mais non, Daphné, c'est un personnage qui est vraiment fascinant tout le long, et la tension qui est entre ces quatre-là tout le long est l'une des meilleures choses de la série. Et comme pour la saison 1, on parle aussi des employés du coup du White Lotus avec Valentina qui les représente. Et Valentina, j'aime beaucoup parce que du coup, c'est elle, cette saison, qui est dans le placard. C'est une femme homosexuelle qui se fait encore une fois passer par la big boss corporate alors qu'en fait, elle est salariée et elle possède quasiment rien. Je pense qu'elle n'a pas la meilleure vie possible ici en Sicile. Elle n'a pas d'amis, elle est seule et elle se fait toujours draguer par des hommes et du coup, elle répond de manière assez agressive. Mais c'est le fait qu'elle n'est pas attirée par les hommes qui lui donne un peu cette confiance en elle, ce qui est assez intéressant. Mais elle a du mal à sociabiliser avec les femmes parce que vu qu'elle aime les femmes, elle n'est pas hors du placard, elle assume pas qu'elle aime les femmes, elle n'a pas cette confiance en elle. Pourtant, les gens pensent que c'est la big boss qui est hyper solide, qui a aucun problème, alors qu'en réalité, non, elle est hyper peu confiante en elle, elle arrive même pas à sortir avec une femme, tu vois, elle a l'impression je crois qu'elle a jamais fait l'amour avec une femme à partir de, du coup, l'épisode 7 quand elle le fait, mais voilà. Et ce qui est fort, c'est qu'en même temps, elle se fait écraser par les gens. Moi, la scène que j'ai adorée, c'est le délire un peu Peppa Pig. Vous savez, il y a un moment, il y a le personnage de Tanya qui lui demande à qui je ressemble, et Tanya pense qu'elle ressemble à Monica Vitti. Et elle, naturellement, par réflexe, elle répond Peppa Pig. Parce que pour elle, elle est un peu sortie de sa zone où elle doit toujours faire plaisir aux riches. Tu vois, elle s'est dit, tu ressembles à un cochon américain. En fait, non, tu vois, elle n'a jamais pensé à Monica Vitti, mais après, elle se rappelle de son rôle, son poste, et elle dit, au fait, faut que je lui dise... pas la vérité, mais voilà, faut que je lui fasse plaisir. Et c'est intéressant parce qu'elle est justement entre les deux, et en même temps, elle fait un truc qui est pas très sain, je pense, dans le monde de l'entreprise, c'est le côté un peu MeToo, entre guillemets. C'est-à-dire que maintenant qu'elle a couché avec cette jeune pianiste, artiste, elle peut pas vraiment la virer. Elle est consciente de ça, sinon ça va mal finir pour l'hôtel et tout. Donc, elle est victime en même temps de ce qu'elle fait, mais de manière presque, j'ai pas envie de dire illégitime, mais tu vois qu'elle voulait être avec cette femme-là pour se découvrir. Du coup, il n'y avait pas de mauvaise intention derrière le fait de coucher avec cette femme, mais en même temps, elle se rend compte qu'un point de vue professionnel, c'est pas la bonne chose à faire. Enfin, c'est pas bien, quoi. Elle pourrait se faire MeToo, entre guillemets, mais c'était pas méchant. Et tu vois qu'il y avait un truc qui était pas fondamentalement horrible de ce point de vue-là, et c'est ça la complexité, je pense, de l'action, c'est qu'en vrai, c'est pas bien ce qu'elle a fait, sur un point de vue professionnel, moral, mais en même temps, l'intention était pas mauvaise. Et je pense que du coup Mia a aussi eu du plaisir par rapport à ça. Mais Mia le faisait pour l'art, on en parle après. Mais voilà, il y a une vraie ébullition, je trouve, du désir par rapport à elle, qui est écrasée par les riches, qui a des problèmes de sexualité, des problèmes sociaux par rapport à son travail. Mais c'est un super personnage, je trouve. Sabrina Impacciatore a fait un super travail, elle est excellente. Et rivalise, je pense, Armande dans le côté manager de la série qui était vraiment bien dans ce qu'elle représente, et en même temps elle est peut-être un peu moins satisfaisante sa conclusion à son arc, là où Armand lui il meurt, il explose et tout entre guillemets, mais encore une fois il y a ce truc où elle peut pas quitter sa classe sociale et en même temps elle peut même pas quitter ce placard, et j'ai trouvé ça bien. Mais l'un des cœurs émotionnels de cette saison et de cette série, c'est évidemment Mia et Lucia. Et j'adore parce que c'est la meilleure utilisation de personnes locales à l'endroit en question de l'œuvre. C'est la première fois que vraiment on passe beaucoup de temps presque en mode personnage principal de ces femmes-là. Elles sont italiennes, des actrices italiennes, et on n'a pas vraiment ça dans le reste de la série. Un peu dans la saison 3, on va en parler après, mais j'adore parce que Mia, c'est clairement une artiste talentueuse, qui par sa classe sociale, qui par où elle est née, par son entourage, devient une prostituée. Parce qu'elle veut faire de l'art, elle veut faire de la musique, du piano, chanter, mais voilà ce qu'elle doit faire pour vivre de son art. Donc c'est une figure un peu tragique, mais en même temps, elle a une bonne énergie. C'est-à-dire que d'un côté, Valentina aimerait la liberté, l'aisance et le bonheur qu'a Mia. Genre, oui, à la fin, elle se prostitue, mais elle le vit bien. Genre, elle est hyper positive par rapport à ça. Du coup, il y a un côté presque libérateur de la femme, mais en même temps tragique, parce qu'une femme ne devrait pas se prostituer pour vivre de son art. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais les riches, pour être avec eux, pour vivre dans leur monde, il faut te prostituer. C'est ça qui je trouve assez décourageant, en même temps beau, parce qu'elle le vit plutôt bien, entre guillemets. Et c'est ça qui est adorable, c'est sa confiance en elle, alors qu'en réalité, elle vit des choses qui sont moralement un peu ambiguës. Peu importe votre avis sur la prostitution en soi, quelqu'un ne devrait pas avoir besoin de se prostituer pour vivre de leur art. Et de l'autre côté, on a Lucia qui est
complètement assumé de cette arnaqueuse professionnelle prostituée qui est super charismatique, hein, l'actrice est géniale, qui est prête à tout pour sortir de la misère. Et ce qui est fort, c'est que tu te fais un peu avoir, comme le mec là, tu te fais un peu avoir, tu dis ok, peut-être elle aime vraiment ce mec là et tout, mais en fait non, elle le manipule de A à Z et t'adores la voir arnaquer des gens parce que c'est des riches. Et justement, la voir avec son charisme, avec tout ce qu'elle fait la concernant, même si elle a parfois une remise en question, il y a un côté un peu boss girl, mais du mauvais côté. Tu dis là, ok, je fais mon travail, c'est mon taf, j'adore pas ce que je fais forcément, mais je vais quand même en profiter le plus possible. Et ça montre un peu un côté opportuniste de la chose qui est fort, et via ce qu'elle fait là, ses arnaques, son travail, elle vit bien. Et tu vois qu'elle a l'habitude d'être un peu là, dans ce monde-là et tout, et elle joue presque, voilà, le théâtre, elle joue l'acting pour motiver ces gens-là à lui payer beaucoup d'argent. Donc je trouve que c'est bien joué, encore une fois, et t'es hyper content pour les deux à la fin. Ce qui est encore une fois paradoxal, tu devrais pas être content que ces femmes-là qui ont recours à la prostituée soient heureuses. Parce que, voilà, elles ont dû avoir recours à ça pour être heureuses. Mais en même temps, bah, via l'acting, via la vibe de la ville, leur bonheur, t'es quand même content pour elles. Et je trouve ça assez génial. Je pense sincèrement que la saison 2 est un véritable chef-d'œuvre. Pour le coup, tout a été vraiment réussi. Pas tout est concluant de manière satisfaisante, mais tout est vraiment réussi, t'es à fond dedans. C'est là pour moi que White Lotus était à son maximum. La saison 2 était assez géniale, des nouvelles thématiques plus profondes, plus complexes. Ça allait dans des choses un peu différentes tout en parlant de la richesse, des classes et tout. Et en même temps, ça crée une sorte d'excitation par rapport au monde, à la Sicile, qu'on aurait aimé un peu retrouver dans la saison 3, mais hyper bien joué, hyper bien rythmé. C'est pour moi la saison ultime de la série et j'espère qu'un jour on retrouvera une saison aussi qualitative que celle-ci parce qu'elle était assez parfaite, presque. Il y a quelques petits problèmes, mais globalement, véritable chef-d'œuvre, et j'ai adoré cette saison 2. La saison 3, du coup, qui se passe en Thaïlande, j'ai pas vu beaucoup de retours pour l'instant. Je sais pas ce que les gens pensent de la saison 3, du coup, je compte aussi sur vous dans les commentaires pour me donner votre avis. Mais moi, je dois vous dire que je suis à la fois impressionné par ce qu'ils ont fait, mais en même temps un peu mitigé. C'est-à-dire que au début, j'avais peur qu'ils sortent pas de l'hôtel. Je me suis dit, ok, ça fait quelques épisodes, ils sont pas sortis de l'hôtel. Ça va faire comme la saison 1, alors que la Thaïlande, en vrai, ça donne envie de sortir de l'hôtel. Mais ils vont sortir de l'hôtel, ils vont découvrir quelques villes, moins qu'en Italie. Pour le coup, à chaque fois, c'était un peu dans des décors cloisonnés, fermés. Ils ont pas vraiment filmé en extérieur, entre guillemets. Encore une fois, entre guillemets. Parce que en Italie, t'avais cette vraie exploration, cette aventure presque justement du paysage italien qu'on n'a pas vraiment en Thaïlande. Mais du coup, on change pas mal d'ambiance à Bangkok et d'autres villes. Il y a ce côté évidemment spirituel qui est bien utilisé, je trouve, en termes de relaxation de une. J'aime bien comment, via la spiritualité, il se rappelle de son blackout. Et on apprend après qu'il a menti, qu'il se rappelait depuis le début de son blackout. Mais ce qui est intéressant, c'est à quel point la spiritualité est utilisée pour de bonnes et de mauvaises choses. Je veux dire, quand même, le père de famille qui accepte son suicide à un moment grâce ou à cause de la spiritualité. Et il joue beaucoup sur ça aussi, j'ai beaucoup aimé comment il joue sur la musique, comment il joue sur la relaxation, cette musique aussi, voilà, de tension, les tambours et tout, classique White Lotus, mais je trouve que la musique de la saison 3 était plus présente que les autres, et ils ont bien joué dessus, et c'était un peu dépaysant musicalement, ce que j'ai bien aimé, mais la critique que j'ai un peu à faire, c'est que je trouve que la Thaïlande qu'ils ont montrée est très blanche. J'aurais aimé avoir plus de scènes avec des locaux. Alors pas forcément lui, parce que on va en parler après, j'ai pas trop aimé son intrigue, mais globalement, j'aurais aimé voir autre chose que la Thaïlande blanche touristique, comme on l'a vu en Italie avec des locaux. Et ça, pour moi, c'est un peu une déception. Et ils n'ont pas assez utilisé, je pense, tout ce qu'avait à offrir la Thaïlande. C'est-à-dire qu'il y a cette histoire de tsunami, qui est voilà, ce parallèle qui est fait par rapport à l'ébullition. Donc, ce tsunami qui arrive, attention, il va arriver, il va tout détruire, parce que vous savez, la Thaïlande, tsunami, c'est voilà, assez grave ce qui s'est passé. Mais globalement, voilà, il y a ce truc où je me dis, ils n'ont pas assez profité de l'ambiance globale de la Thaïlande, mais je trouve que l'idée de commencer avec une attaque qui semble être une attaque presque terroriste était une super idée parce que ça crée une vraie tension de se dire ok, qui va y passer, comment, est-ce que c'est une vraie attaque qui a lieu là. Mais j'ai des déceptions, je veux dire, Fabian et les managers de manière générale, je les trouve assez ratés. Fabian d'ailleurs, qui est l'acteur principal de la zone d'intérêt, oui, c'est lui, vous pouvez checker, génial, zone d'intérêt, il est terrifiant en tant que commandant d'Auschwitz, et là, il joue ce rôle-là. Et je trouve qu'il n'a pas d'arc concluant. Tu vois, tu dis, ok, il a envie d'être plus présent, d'être un manager, de profiter un peu de l'art, de faire de la musique et tout, d'acting et tout. Mais ouais, c'est jamais concluant, ça va jamais loin et c'est très peu développé. Et ce qui est assez dommage, d'après moi, je trouve. Et ça va un peu dans toutes les directions. Là, le fait que Sritala, je crois, Sritala, je sais pas comment on dit exactement, était la propriétaire du White Lotus. Bah, il n'y a pas ce truc de classe de une, et c'est ok, on peut raconter de nouvelles choses, mais en même temps, bah, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'arc non plus. C'est ça qui est un peu dommage. Le seul arc intéressant pour moi un petit peu, c'est avec Valentine. Valentine qui, lui, il y a ce côté de classe de une, mais aussi de réfugié
t'as l'impression politique, qui s'accroche à tout, c'est-à-dire s'accroche au crime pour gagner un peu d'argent, mais tu vois que moralement c'est un mec aussi qui trompe ses différentes copines, qui vole, c'est pas un mec qui est moralement bon, mais tu le détestes pas parce que d'un côté il a fui son pays, en même temps il est là, il se fait écraser par tous les riches, et en même temps il essaie d'arnaquer les gens, du coup ouais c'est pas un bon gars moralement, mais il mérite pas de mourir, par exemple. C'est ça le genre de truc. Peut-être il mérite de faire un peu de prison, je sais pas quoi, mais est-ce qu'il mérite d'être retourné dans son pays, en Russie, et se faire, je sais pas, tuer par le système? Je pense pas. Mais je trouve que c'est des intrigues qui n'ont pas été assez développées, mais je l'ai bien aimé le voir un peu lui aussi se transformer en prostituée, à partir d'un moment où il couche avec une femme, l'actrice Carrie Coon, et bah il demande de l'argent. Tu vois, il se transforme en prostituée, il est prêt à tout pour de l'argent parce qu'il a tellement peur de retourner dans son pays qu'il est prêt à tout. Et ça, c'est, je trouve, une critique intéressante des immigrés de manière générale, qui sont dans un monde où le système les écrase et ils font tout pour survivre. Mais je trouve que c'est un peu quoi. Je trouve qu'ils auraient dû en faire une vraie intrigue, en faire un vrai personnage secondaire. Et ils auraient dû plus se concentrer sur lui, ou même elle, j'en sais rien, ou même Fabiane. Mais ils n'ont pas vraiment fait. J'étais un peu déçu de cet aspect-là, parce que je trouve que l'hôtel vit beaucoup moins à cause du peu d'intrigue que ces personnages-là ont. Et pour être sincère, l'intrigue du coup de Timothy, Jason Isaacs, un acteur que je trouve vraiment sous-coté et incroyable. Regardez La mort de Staline, très bon film. Au début, tu te dis, ok, c'est la famille parfaite, de petits cons, riches, au premier abord et tout. Mais en fait, ce que tu découvres et ce qui est vraiment réussi d'après moi aussi, c'est le comportement un peu bizarre du personnage. Parce que tu comprends qu'il a fraudé, qu'il a fait toute sa fortune en volant, mais je trouve ça cool de voir des riches qui fraudent et qui seront punis par ça, même si c'est pas vraiment montré dans l'œuvre. Mais bah, sa réaction est un peu nulle. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des pilules et hésite à se suicider pendant 5 épisodes sur les 8. Et je trouve que ça avance pas du tout. Tu dis ok, ça tourne en rond constamment. Et la réaction de la famille, en mode ok, on a compris que c'est des riches qui fraudent et ils vont tout perdre. Je trouve ça intéressant à quel point il analyse la situation. Ok, on va tout perdre. Est-ce que ça dérange mes enfants, ma femme? Et la réponse est oui. C'est pour ça qu'il hésite à les tuer. Il dit ok, bah en fait, on préfère mourir que perdre nos richesses. Vous comprenez encore une fois le truc où bah, l'argent est tellement puissant, il corrompt tellement les gens qui préfèrent vraiment mourir ou faire quelques mois de prison en réalité que devenir pauvre. Rendez-vous compte de ça. Mais ça traîne en longueur. Je trouve que 5 épisodes à penser à ça, à réfléchir à ça, avec la famille qui réagit pas du tout à ça. Genre le mec qui est clairement pas bien, la famille s'en fout. Ça montre que c'est un peu une famille décousue, disons, mais ça montre encore une fois la thématique principale de il préfère mourir que perdre de l'argent. Et j'adore Parker Posey. Excellente, j'adore sa tête à ce moment-là où elle comprend que sa fille va rester parce qu'elle veut pas abandonner son privilège. Elle le dit, elle préfère mourir qu'abandonner son privilège. Et c'est ça qui est fort encore une fois, c'est que ça motive du coup Timothy presque à les tuer, mais en même temps elle n'a pas d'évolution parce que c'est ce point qui est solide en mode moi je veux rester riche. Je m'en fous, je préfère le luxe, je suis faite pour vivre une vie confortable, et puis basta. Et je trouve qu'elle représente parfaitement ces gens-là qui préfèrent y passer que perdre leur argent. Et j'adore l'arc de Piper. J'ai vu des gens critiquer un peu Piper récemment par rapport au final. Mais ce qui est fort avec Piper, c'est que elle pense qu'elle est un peu namasté, relax, hippie, tout ça. Mais elle est déconnectée parce qu'il suffit d'un jour où elle n'a pas accès à ses richesses, à son confort, elle abandonne. Et ça, il y a beaucoup de riches qui vivent par rapport à ça. Et ça qui est assez intéressant. Parce que justement, le fait de perdre ses biens matériels pendant une journée, alors qu'elle devait faire 1 an, elle peut pas. Elle peut pas du tout. Et c'est ça qui est, je trouve, assez fort. Impossible d'abandonner son confort quand t'es né dedans. Là où Lachlan, pour le coup, lui, t'as l'impression qu'il aurait pu l'abandonner. Lui est un peu perdu pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a ce côté, encore une fois, gay refoulé, mais incestueux. Et j'ai bien aimé comme ils ont traité l'inceste, de choses évidemment négatives, mais en même temps, bah, tu comprends pourquoi il l'a fait. C'est qu'il est en quête, lui aussi, de sa masculinité. Il se demande bah, qui il est réellement. Est-ce que c'est un homme? Est-ce qu'il est un peu entre les deux? Est-ce qu'il est vraiment homosexuel ou pas? Est-ce qu'il aime sa famille? Et il veut faire plaisir à sa famille quoi qu'il arrive. Tu vois que c'est un peu le dernier de la famille. Les gens l'ignorent un petit peu. Enfin, sa famille l'ignore un petit peu. Et vu qu'il n'a pas d'amour parental, encore une fois, l'amour familial, bah, il se recherche et il veut juste impressionner, faire plaisir à sa famille. C'est pour ça que lui, il aurait pu rester à la fin. Parce que là, il avait personne à impressionner. Il aurait pu juste vivre sa vie sans le luxe et ça lui aurait fait du bien. Et je trouve que lui est plus ce que Piper aurait aimé être d'un point de vue du confort matériel. Et je trouve ça assez intéressant. Et voilà, encore une fois, son autodestruction par rapport à la drogue, par rapport au fait qu'il cochait qu'une femme, l'inceste et tout, est à la fois assez touchant. Condamnable évidemment sur tout l'inceste, mais il est assez touchant parce que tout ce qu'il veut lui c'est connecter avec sa famille et quand à la fin t'as l'impression qu'il sait qu'il va se suicider. J'ai revu la scène plusieurs fois,
t'as l'impression qu'il sait qu'il va se suicider et qu'il le fait quand même, mais je trouve ça bien qu'il n'a pas été puni par rapport à ça, parce qu'il méritait pas, entre guillemets, de se suicider ou de mourir, mais juste c'est un jeune homme en recherche, dans une famille névrosée, problématique, et je suis content qu'il apprenne, qu'il survive, et qu'il évolue. Et il y a un côté spirituel qui va sûrement emmener avec lui, qui est assez bien, et je trouve que tous les enfants évoluent de manière assez intelligente, assez réussie. Au début, du coup, Patrick Schwarzenegger, le fils de Arnold, je l'aimais pas trop, tu vois, c'était un peu le playboy, dragueur, mais pas en tant que personnage, en tant qu'acting, je trouvais un peu mauvais. Mais après l'inceste, je trouve qu'il joue très bien, il est vraiment fort par rapport à ça, et maintenant je comprends mieux son acting au début où il surjouait le mec, voilà, qui veut draguer n'importe quelle fille, qu'il soit en couple ou pas, mais le fait d'être traumatisé par ça le remet complètement en question, il recherche même de la spiritualité, et je trouve ça assez fort, et il doit lui à la fin devenir, parce que c'est le premier à avoir du coup les news par rapport à son père, il doit lui devenir le patriarche entre guillemets, le père de famille, et il doit assumer ça, et le fait qu'il ait eu ce voyage spirituel suite à un traumatisme, parce que tu vois que le mec a tout eu toute sa vie, et d'un coup il sent que le problème vient de ce qu'il a eu toute sa vie, sa famille lui a tout donné d'un point de vue matériel, et il se rend compte que c'est aussi ce qu'il a brisé un petit peu. Donc j'aime bien l'idée qu'il est dans une quête spirituelle et tu vois, enfin, t'as l'espoir que la suite de sa vie soit d'être une bonne version humaine. De toute façon, ils n'ont plus d'argent, donc ils n'auront pas le choix. Mais c'est ça qui va être intéressant et je pense que c'était vraiment un bon développement, peut-être un peu rushé parce que tout se passe suite à ce fameux traumatisme, mais c'était bien et je trouve que c'est justement ça qui est réussi et qui va peut-être le motiver à être une meilleure personne que son père parce qu'ils ont fait la même fac. Tu vois, il y a Duke University, il y a le père qui porte le t-shirt de Duke à un moment et en même temps, bah, lui qui dit à la fin qu'il a fait Duke. Donc c'est un bon personnage de manière assez inattendue. Je m'attendais pas à ce qu'il évolue dans cette direction-là. Je pensais qu'il allait être puni par son côté très peu spirituel, mais non, au contraire, la série lui dit ok, tiens, tu vas grandir grâce à ça et je trouvais ça bien et honnêtement, bah, je pense que c'était un bon personnage qui voilà, mérite d'être apprécié. Certes, encore une fois, imparfait et un vrai connard un peu vide, sans âme. Il y a d'ailleurs une femme qui lui dit voilà, qu'il n'a pas d'âme. Mais en même temps, il refuse à la fin de coucher avec Charlotte devant son mec et tout. Tu vois, il est pas dans ce délire-là. Il fait le playboy un peu qui va coucher avec des femmes et tout. Mais en même temps, dès qu'il a l'opportunité de faire un truc un peu de kiffeur, entre guillemets, c'est une blague, il le fait pas. Donc j'ai bien aimé ça. C'est une façade, ce mec, au final. Et j'ai trouvé que c'était une belle évolution. La famille a une belle évolution entre le père qui assume qui il est réellement, évidemment, à la fin, et il accepte sa responsabilité et va faire de la prison. Évidemment, la femme sera dévastée, mais c'est évidemment le plan final qui a beaucoup été partagé aussi, mais c'est un plan qui reflète le début avec les personnages qui ont clairement changé. Vous le voyez ici, on va pas vous remettre l'image du singe que vous connaissez tous, des 3 singes, mais voilà, ils ont leurs vices qui ont été explorés, ils ont évolué, et je pense qu'ils sont à un bon endroit, et j'ai trouvé les 3 là, bah, globalement plutôt bien écrits. Mais si on parle de choses mal écrites, c'est tout le traitement par rapport à Guy Tok et Mook. Alors Mook, bah, je savais pas, mais apparemment c'est une chanteuse d'un groupe qui s'appelle Blackpink, si je ne dis pas de bêtises, on m'a dit ça en live il y a quelques mois lorsque la série a commencé. Elle n'a pas d'arc. Elle n'a pas d'arc narratif, elle existe uniquement via Guy Tok, et c'est pas un personnage qui est appréciable, alors pour plusieurs raisons. Premièrement parce que tu vois qu'elle joue un peu avec les sentiments de Guy Tok, c'est pas très sympa, et tu vois qu'à la fin, elle le lâche parce que lui perd un peu sa confiance en lui, et elle était attirée par cette confiance en lui, mais ça montre un truc encore une fois que bah, la classe n'est pas suffisante. Il faut quand même avoir une vraie connexion romantique, mais je trouve qu'ils ont zéro alchimie, zéro intérêt pour leur relation en tant que spectateur, complètement mis de côté. Pour moi, c'est les pires scènes de la série, les moins intéressantes. Et le fait d'avoir ce mec-là qui devient de plus en plus confiant avec, on va dire, beaucoup d'échecs, bah, je trouve que c'était pas une intrigue intéressante non plus. J'aime bien l'acteur, hein, je pense qu'il devrait faire plus de choses, même si je l'ai pas trouvé excellent. Mais je pense que justement, son problème de confiance en lui repousse Mook, qui lui fait encore plus de mal. Et à la fin, il devient un peu... on va dire une mauvaise personne, parce que le fait de tuer quelqu'un, c'est une mauvaise chose pour lui, parce que c'est pas un tueur, il a pas ça en lui, mais surtout il tue un mec qui est de dos, qui a pas de flingue, qui est pas une menace, et ça montre encore une fois comment ce système arrive à corrompre ces gens-là. C'est-à-dire que le mec tout mignon au début, bah ça devient un tueur, parce que la riche lui dit de tuer, quoi. Et en même temps, bah peut-être c'est justement ça, le fait de tuer quelqu'un, qui va lui faire gagner la fille. Mais bon, la conclusion, j'aime bien en soi. Mais 8 épisodes de ça, je trouve assez raté, assez long. Et encore une fois, je trouve qu'il y avait un meilleur moyen de traiter les locaux. Alors j'aime bien quand ils sont au combat de boxe et tout, mais globalement, ils auraient dû plus développer ça de manière plus intelligente et juste mieux, quoi, je pense. Cependant, j'ai adoré la relation entre ces 3 amis-là. Parce que tu sais que ça va dégénérer. Tu sais que c'est des copines qui ne sont pas vues depuis longtemps et que ça va mal se passer à cause d'un truc, mais tu sais pas lequel. Au début, tu te dis, ok, c'est à cause d'elle qui a voté Trump, parce que son mari a voté Trump, et du coup, bah voilà, c'est une femme religieuse qui vit avec son mari. Tu vois que son mari la domine un petit peu, mais elle est heureuse.
ça lui va bien. Et tu penses que c'est elle, son vote Trump, qui va complètement déconnecter ces libéraux, et en même temps, c'est la plus saine et la plus émotionnellement intelligente du groupe, j'ai envie de vous dire, et c'est la seule qui a un bon couple. Elle est divorcée, l'inverse, elle est divorcée, et elle, en même temps, elle trompe son copain acteur, qui est, je crois, interprété par Glenn Powell, en tout cas en caméo vocal, à vérifier, mais c'est ça qui est fort, c'est que tu dis, ok, la Trumpiste va être la personne la plus exécrable, alors qu'en fait, elle fait juste sa vie, elle a voté Trump pour plein de circonstances et tout, d'accord, mais elles sont surtout problématiques émotionnellement. C'est-à-dire que les autres sont bien plus névrosées, bien plus jalouses, et elles font la compétition, ces deux-là, mais sans raison, en fait. Elles font la compétition alors qu'elles ont tout, elles sont riches, elles vont bien. Voilà, c'est juste bête, enfin, c'est juste stupide, et j'aime bien le fait qu'elles aient une vie différente à l'hôtel et en dehors, et qu'elles se fassent cette compétition par rapport à un homme, Valentine et tout, mais je trouve qu'ils ont une super bonne alchimie, les trois, elles rebondissent très bien, les actrices sont géniales pour le coup, et je trouve que nos émotions par rapport à elles sont cool aussi. Ouais, elles sont un peu autodestructrices de leur amitié, mais au final, elles s'aiment, elles sont des vraies bonnes copines, et c'est assez positif ce qui se passe entre elles, et au final, elles ont rien fait de mal, quoi. Un peu de compétition, des choses comme ça, mais se recherchent, et au fait, ils n'ont pas forcément besoin d'un mari, des choses comme ça, ils ont eu besoin d'amitié, ils ont eu besoin d'être fidèles à elles-mêmes et entre elles, et du coup, c'était une intrigue que je trouvais réussie, belle, fatalement pas tragique, ce qui est bien pour The White Lotus, parce qu'un peu de positivité, après quelques problèmes, bah c'est bien, et elles ont vraiment bien joué ça, les dialogues étaient top entre elles à chaque fois, génial. L'une de mes intrigues préférées, c'est la conclusion à l'arc de Belinda, pour la simple et bonne raison qu'en fait, elle est devenue Tanya, elle est devenue cette femme qui acquiert des richesses, elle abandonne tout pour ces richesses-là. Je veux dire, elle était heureuse en couple, on va dire, avec un homme, mais elle abandonne cet homme-là pour de l'argent. En réalité, elle aurait très bien pu dire à ce mec-là, écoute, viens avec moi, on va à Hawaï ou n'importe quel pays, je suis riche, viens avec moi, et en même temps, on va vivre ce rêve, on va être ensemble, on va être heureux. Même elle aurait pu faire sa vie en Thaïlande, en réalité, dans une autre ville, un truc comme ça, mais non, vu qu'elle a gagné de l'argent, elle fait ce que Tanya lui a fait. Et je trouve ça tellement déprimant de se dire que cette femme-là, qui était voilà d'une classe sociale, on va dire, basse ou normale, entre guillemets, moyenne, elle gagne un peu d'argent, elle est automatiquement corrompue, elle abandonne ses idées, sa moralité, je veux dire, elle vient de couvrir un meurtre pour de la thune. Elle abandonne son amour potentiel alors qu'elle avait l'air heureuse, elle abandonne son art, elle va pas faire son studio, son spa et tout. Non, elle s'en fout, elle a 5 millions. Et elle est riche, elle s'en branle. Donc il y a un truc où je trouve ça déprimant, mais génial de la part de la série, parce que elle est devenue ce qu'elle voulait éviter à tout prix. Et je trouve ça triste, malheureux, mais fondamentalement vraiment bien écrit. Et elle m'a énervé. En même temps, je peux comprendre un petit peu, mais c'est voilà encore une fois la morale par rapport à la richesse qui corrompt ces gens, qui parasite ces gens-là, qui les fait perdre leur humanité. Et j'adore ce personnage-là. Elle m'énerve, elle m'a vraiment énervé, mais je la comprends et je trouve que ça c'est une bonne écriture. Parce que si tu détestes et t'aimes à la fois un personnage et que t'es content pour sa réussite, en même temps, bah, tu sens qu'elle a fait un truc, enfin, pas tu sais qu'elle a fait un truc moralement mauvais, bah ouais, c'est une bonne écriture. Et il faut un peu rapidement parler de Charlotte et de Greg, parce que Charlotte, c'est un peu la fille qui est consciente de cette situation. Techniquement, elle se prostitue pour ce qu'elle fait, mais elle est consciente. Elle sait très bien ce qu'elle fait et elle kiffe. Elle est heureuse en Thaïlande, la situation est bonne, elle peut tromper son mec s'en fout un petit peu, mais en contrepartie, bah, il faut un peu faire plaisir à ces délires voilà, sexuels de vieil homme qui a des mommy issues comme pas possible, et en même temps, bah, elle fait rien de mal, juste elle est heureuse, elle fait son truc, elle kiffe sa vie, certes en tant que prostituée, mais ça lui va bien, il n'y a pas beaucoup de stress par rapport à ça, elle kiffe, elle est dans un hôtel 5 étoiles, voire plus, la vie est bien pour elle. Donc elle accepte d'être là. Et en même temps, bah, Greg, c'est un peu le méchant, entre guillemets, qui fait du mal aux gens. J'allais dire il fait pas de mal, mais il fait du mal à plein de gens. Genre, il a littéralement tué des gens. Mais en même temps, il y a un truc où tu dis, c'est le symbole de ce système dégueulasse, détraqué sexuel, tueur, riche. Et ça, pour la série, je pense que c'est une bonne chose. Et je vais pas vous mentir, j'ai envie de revoir plus de Greg. Parce que je pense que c'est une force assez intéressante dans l'œuvre. Alors je pense qu'il va rester en Thaïlande toute sa vie, on va pas le revoir. Mais en tant que personnage, je crois que c'est le seul qui était dans les 3 saisons, si je dis pas de bêtises, il est assez bon, il est assez divertissant à regarder et il flirte entre la mafia, un petit peu entre guillemets, le pouvoir de la richesse et en même temps ses désirs inavoués qu'il commence à accepter. Donc j'aimerais bien en revoir plus parce que je trouvais ça plutôt bien.
Mais le cœur émotionnel pour moi de la saison, c'est évidemment Rick et Chelsea. Amilou et Wood, je crois elle s'appelle. Elle est absolument géniale. Elle n'est pas là pour l'argent, ça se ressent. Et elle est complètement dévastée par ce qui se passe. Parce qu'elle a une vraie connexion spirituelle avec lui. Une vraie connexion, un vrai amour d'âme sœur. Et justement, quand elle voit ça à la fin, elle est abattue. Parce que c'est un peu une victime innocente de l'univers d'après elle. Elle a rien fait de mal. Il y a plein de symbolismes sur les serpents, évidemment, le poison, bon, comme c'est le symbole du serpent, évidemment, je ne vais pas vous le redécrire ici, mais elle croit en cette foi, cette spiritualité, cette astrologie, elle croit en cette connexion, et en vrai, elle a raison. Ils ont une bonne alchimie, ils sont bien connectés, mais le souci, c'est qu'elle est victime de Rick. Alors, Walton Goggins, acteur formidable, je suis tellement content qu'il perce, Walton Goggins, j'adore Walton Goggins, mais elle est victime de Rick parce que lui-même est victime de cette trauma qui ont été transférés du coup de manière par ses parents, de manière là héréditaire, mais en même temps, il ne connaît pas vraiment la vérité et ces traumas l'ont rongé à vie, l'ont frustré, l'ont énervé, l'ont à la fois motivé aussi à devenir ce qu'il est et se venger, mais l'ont rendu aigri et ils sont libérés. C'est ça qui est bien, c'est qu'à la fin, les deux sont libérés lorsqu'il accepte ses traumas, lorsqu'il passe outre et t'es content pour lui. T'as envie qu'ils aillent vivre ensemble, ils sont heureux sur la plage à un moment. Et tout ça aurait pu être réglé, cette frustration, par un psy. On voit d'ailleurs la psy à la fin qui aurait dû lui parler 5 minutes et il aurait peut-être pas craqué, il aurait peut-être pas explosé. Parce que justement, cette colère qu'il a en lui via ce méchant, on va dire, à la fin, il y a une vraie ébullition en lui et il craque. Et t'as l'impression que toute sa vie l'a mené à ça. T'as l'impression que toute sa vie était pour aller dans cette direction-là de lui qui va craquer. Donc cette haine s'active à un moment précis et même si je trouve que c'est intéressant cette idée héréditaire du transfert des émotions négatives, de tout ce qui est mauvais par rapport à lui, toutes ces choses-là, je trouve que c'est intéressant, mais je suis désolé, la révélation par rapport à son père qui était réellement lui, inutile. Je comprends le symbole de lui qui tue son père, le symbole et tout, et ensuite qui tue sa femme, mais je pense que c'était too much, je pense que c'était pas nécessaire, je pense que le patricide n'était pas la chose la mieux écrite dans l'œuvre. Encore une fois, il y a le symbole sur le côté spirituel, lui qui se recherche, les serpents, voilà. Mais je trouve que le côté tragique, qu'il ait pété un câble, est bien. Je pense que c'était essentiel qu'il pète un câble et qu'il soit puni par le fait qu'il ait pété un câble alors qu'il aurait juste pu vivre son amour avec elle qui est en train de presque le sauver de ça. Ça aurait été bien. En même temps, il arrête le cycle. Mais je trouve que la révélation est un peu nulle. Voilà. Je trouve que c'était pas très intelligent et c'était pas nécessaire. Je pense qu'on enlève la partie symbolique du patricide, n'aurait pas changé grand chose à l'œuvre et n'aurait pas changé grand chose à son arc, même si encore une fois on comprend le symbole. Et je trouve ça assez beau quand même leur amour au final, parce qu'il arrête le cycle en se suicidant, entre guillemets. Il arrête ce cycle, il transfère ses traumas malheureusement aussi à sa copine, qui n'a rien fait de mal, et je trouve que les deux acteurs étaient géniaux par rapport à ça, et j'ai trouvé que leur relation était bien, même si le twist entre guillemets de son père, un peu too much. Globalement, ça reste une bonne intrigue, touchante, et t'avais juste envie qu'Emilou s'en sorte, mais c'était pas possible, tu le savais depuis le début, et t'avais juste envie que lui ne craque pas, mais c'était aussi le but de la série, donc je trouvais ça assez bien. Mais un petit mot tout de même pour Sam Rockwell, qui est dans la série. Grosse surprise, parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit là. À la base, c'était Woody Harrelson qui devait avoir son rôle, mais il a préféré ne pas être dans la série. Et ce que je trouve intéressant, c'est que lui, tu dis, ok, c'est un caméo, un épisode à Bangkok, mais non, il est là, il est présent durant les 3 derniers épisodes, ou les 4 derniers épisodes, je sais plus, non, 3 derniers, je crois. Et ce qui est drôle, si vous le savez pas, mais Sam Rockwell est le mari, dans la vraie vie, du coup, de l'actrice qui s'appelle Leslie Bobb, qui est la Trumpiste. Ouais, ils sont mariés. Et apparemment, il est dans la série parce qu'ils ont une sorte de règle dans leur couple où ils doivent toujours rester ensemble. Enfin, toujours. Ils doivent être ensemble assez souvent. Et vu que le tournage a duré hyper longtemps de White Lotus, genre 6 à 8 mois, il a joué dans la série. Et génial. Sam Rockwell a une énergie, il a un charisme. C'est un acteur que moi, j'adore. Et j'ai adoré le voir parce qu'il a un speech qui est assez génial, qui est à la fois assez inattendu parce que tu dis ok, c'est un mec, tu sais, un playboy qui couche avec plein de femmes, des prostituées, se drogue, boit et tout, et il a perdu le but de sa vie parce que ça te remplit pas émotionnellement de coucher avec des femmes constamment. Mais en même temps, le twist, c'est qu'en fait, il est gay. En fait, il est, ou bi, peu importe, mais en fait, il aime bien être une femme asiatique. Il y a ce moment où tu dis, il est en train de faire son coming out trans, au fait, et je trouve ça assez intéressant, nouveau, et il y a une sorte de réflexion spirituelle et intéressante, je trouve, et intelligente de lui qui se dit au fait non, moi ce que je voulais c'est pas coucher avec des femmes jeunes asiatiques, c'est que je voulais être une femme jeune asiatique. Et il y a cette remise en question que je trouve intelligente, je dis ok, bah ouais, fais-toi kiffer, c'est bien qu'il est arrivé à ce cheminement là. C'est un peu triste qu'en fait ce Walton Goggins, ce personnage de Rick, corrompt un peu les gens autour de lui parce que tu vois, il a une aura un peu négative parce que le mec,
Dis-moi qu'il était sobre, il passe 2 jours avec le personnage de Walton Goggins et il arrête tout. Il pète un câble, il a fait une soirée, drogue, alcool et tout. Donc c'est bien qu'à la fin il retrouve un peu cette spiritualité, tu vois, qu'il est au temple et tout, il prie et il va se retrouver. Mais ça montre 2 choses, ça montre lui qui comprend qui il est réellement avec ce speech qui est génial d'ailleurs, et en même temps l'aura négative de Rick qui fait beaucoup de mal. Il vole le show, Sam Rockwell je l'adore, il est à la fois touchant. C'est triste quand il craque, mais t'es quand même assez heureux à la fin quand il retrouve sa spiritualité. Donc cette saison 3 de White Lotus, pour moi, c'est peut-être la moins bonne. Pourquoi ? Parce que c'était les intrigues les moins réussies, je pense, de manière générale, même si elles sont bien. Et le truc, c'est que 8 épisodes, c'est trop long. Je pense qu'ils n'avaient pas besoin de faire autant d'épisodes d'après moi. Et moi, ce qui me dérange, c'est que oui, il y a de nouvelles thématiques, mais elles sont pas assez bien. Elles sont pas assez intrigantes, pas si bien faites. Pourtant, en termes de mise en scène, en termes d'esthétique, en termes de tout, la série s'est améliorée. Je veux dire, ils ont fait un vrai travail, tu sens qu'il y a le budget, il n'y a rien à dire de ce point de vue-là. Mais j'ai trouvé ça généralement un peu plus raté, même si sur le plan visuel, c'était pas beaucoup mieux, mais c'était vachement bien, aussi plus léché, j'ai envie de vous dire. Et en acting, c'est toujours excellent, globalement, mais les intrigues les moins fascinantes, la moins bonne saison, je pense, c'est pas une mauvaise saison, mais c'est ça un peu le souci, c'est que la saison 3 est la moins bonne, mais ça reste quand même très bien. C'est pas parfait, il y a quelques trucs qui marchent pas du tout, ou moins bien que les autres saisons, mais ils vont dans une direction que je trouve un peu nouvelle, ils osent un peu des trucs un peu différents, et je pense que la saison 4, s'ils vont dans une direction où ils vont encore plus profiter du lieu en question, ils vont vraiment jouer sur ça, je pense que la saison 4 peut être vraiment bien. Mais il faut qu'ils se concentrent un peu mieux sur les intrigues, qu'elles soient plus satisfaisantes et plus impactantes, je pense, parce que là, pour la première fois à la série, je me suis dit, ok, il y a des intrigues qui marchent, d'autres qui marchent pas. Alors que saison 1 et 2, elles marchaient toutes, je pense, les intrigues. Elles sont pas toutes excellentes ou parfaites ou des chefs-d'œuvre, mais elles marchent toutes. Là, il y en a qui marchaient pas, et j'espère qu'ils vont se ressourcer et qu'ils vont mieux faire ça. Ils vont plus explorer les locaux, et voilà, je vais pas redire tout ce que j'ai dit là, mais c'est pour moi la moins bonne des saisons, même si ça reste encore une fois très bien et un délice chaque semaine. Ensuite, c'est la saison 1, qui est du coup la deuxième meilleure, qui est bien, encore une fois, elle met les bases, elle est solide, elle est efficace, elle est cool, elle avait des problèmes suite au Covid, des choses comme ça, le tournage et tout, mais globalement hyper solide. Et la saison 2, pour moi, c'est le chef-d'œuvre, encore une fois, de la série, et c'est une très bonne saison, excellente, et qui donne envie de voir encore plus de White Lotus, parce que tu dis, ok, t'as réussi à faire ça en saison 2, vous pouvez retrouver la magie, le faire bien, ils l'ont plus ou moins fait la saison 3, sans être aussi bien, mais c'était quand même bien. Donc encore une fois, je vous conseille évidemment toutes les saisons, je vous conseille toute la série parce que c'est une très bonne série, imparfaite, mais qui vaut clairement le détour. Et j'ai envie de savoir ce que vous en avez pensé. Voilà, mettez-moi votre avis dans les commentaires. J'espère que ce nouveau format, ces vidéos un peu plus longues, on n'est plus à 1 heure de vidéo là, vous plaisent. Mais voilà, c'est 3 saisons, beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues, j'essaie de faire de mon mieux. Donc je compte aussi sur vous dans les commentaires. Dites-moi votre avis sur tout ça et dites-moi votre avis évidemment sur la série. Est-ce que vous avez adoré, détesté? J'ai envie d'avoir votre avis sur les 3 saisons, sur la saison 3 aussi principalement. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Ça, vous abonnez à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de formats comme des TikTok, des Reels ou même encore des lives. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.